Nouvel épisode focus sur le CV. Donc, il y a des choses que je vais rappeler déjà dès le départ. C'est que le CV, il ne sert pas à avoir le job. Le CV, il sert à avoir un entretien. Donc, le but d'un CV, c'est de séduire le recruteur. C'est hyper important de comprendre ça. Souvent, quand je pose la question aux candidats, ils me disent « Moi, le but de mon CV, c'est simple, c'est d'avoir le job. » Non, le but du CV, c'est de tourner les choses d'une certaine manière, d'amener les arguments d'une manière chronologique qui font que ça va plaire aux recruteurs dès le départ. Après, on va parler de cerise sur le gâteau un peu plus tard. Vous allez voir, là, vous ne comprenez rien, mais vous allez voir. Vous allez comprendre la logique. Et en fait, ces cerises sur le gâteau, donc ce sont des éléments différenciants en fait, que vous avez par rapport à la concurrence. Il faut les mettre à certains endroits stratégiques à la lecture du CV pour avoir des chances de passer à l'étape d'après. Voilà. Donc, ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch pour assister à tout ça. Le lien est dans ma bio. Et l'autre chose, c'est qu'un recruteur, il met 5 secondes à lire un CV. Donc, forcément, il faut que les éléments soient bien présentés, qu'il y ait toutes les infos à l'intérieur directement sans qu'il ait à trop chercher. Il faut lui faire le boulot à sa place. C'est quasiment ce que je dis à chaque fois. C'est faire le boulot à la place. Autre chose que je rappelle aussi, le CV parfait, ça n'existe pas. Il y a des recruteurs qui vont aimer les CV d'une telle couleur, d'autres d'une autre couleur, d'autres avec une rubrique projet pro qui explique un peu votre changement de carrière, d'autres qui n'aiment pas ça et qui considèrent que c'est dans la lettre de motivation, même si vous connaissez mon point de vue pour la plupart, la lettre de motivation, pour moi, ça sert à rien du tout. Tous les candidats qu'on coach d'ailleurs, il n'y en a pas un seul qui a fait une lettre en 4 ans et 98% sont en poste aujourd'hui. Mais voilà, ça, ce sont déjà deux choses que je tenais à écrire quand même, qu'il faut que vous ancrez dans votre tête, c'est qu'un entretien, ça sert pas à un CV, ça sert pas à avoir un job. Ça sert à séduire pour avoir une chance de discuter en face à face, en visio ou par téléphone avec le RH. Ensuite, sur la partie forme, je vais aller à l'essentiel. Merci pour le sub, quelqu'un qui s'est sub, je crois. Merci Bwens. Dans la forme, il y a des questions à vous poser. Après, on pourra regarder un ou deux exemples si vous voulez sur Internet. Ce n'est pas forcément prévu, mais voilà, on pourra regarder si vous voulez. Déjà, les rubriques sont-elles dans le bon ordre? Il y a des candidats qui ont un parcours complètement logique, c'est-à-dire qui sont dans le même métier depuis le début, qui ont déjà 2-3 ans d'alternance et qui mettent leur formation avant les expériences. Bah non, si tes expériences elles sont cohérentes depuis le départ, mets tes expériences avant tes formations. Tu vois, sauf si vraiment tes expériences datent d'il y a 4-5 ans, où là, effectivement, mieux vaut mettre les formations avant. Est-ce que tes coordonnées, ça arrive bien tout en haut de ton CV et non pas tout en bas comme je le vois parfois? Un recruteur, il ne va pas aller chercher en bas d'un CV un numéro, un email, un LinkedIn, tu vois. Voilà, plein de choses un petit peu comme ça. Est-ce que déjà elles sont bien ordonnées par rapport à ton profil? Et les rubriques bien ordonnées de ton collègue ne sont pas forcément les mêmes pour toi. Ça dépend de ton parcours et de ce que tu as fait en fait jusqu'à maintenant. Les couleurs aussi c'est important. Il y en a, alors sauf quand tu es dans le graphisme ou l'UX, UI design ou des choses comme ça où il y a effectivement besoin d'amener une petite patte supplémentaire à ta candidature, même s'il y a d'autres éléments pour ces métiers-là pour présenter comme un GitHub, un portfolio, etc. Il faut essayer de rester quand même un maximum sobre dans les candidatures. Mon CV est-il lisible, compréhensible? Là, ce que j'ai mis à droite, tu peux le faire lire à droite, à gauche. Mais pareil, le nombre de CV que je vois passer, et peut-être que pour l'instant, ces conseils-là, c'est surtout sur le fond que je vais attaquer fort après. Mais sur la forme, je tenais à aussi faire un petit focus là-dessus. La plupart des CV que je vois aujourd'hui, soi-disant, ils sont lisibles, compréhensibles, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Donc, il faut bien prendre le temps de regarder ça et de le faire lire, et forcément vous aurez des remarques à droite à gauche sur ce que j'allais écrire en dessous, la taille de police, la typographie, tout ce qui est couleur, tout ce qui est mise en page, syntaxe de manière générale, présentation des rubriques, tout, voilà, alignement, enfin plein de choses comme ça. Et ça fait partie de la rigueur et du fait d'être soigneux. Donc en fait, juste en ayant un CV propre, vous allez envoyer des messages positifs aux recruteurs. Donc ce n'est pas simplement le fait d'avoir un CV nickel, c'est surtout le fait que vous envoyez un message derrière de quelqu'un d'ordonné, de propre, qui fait les choses bien. Ensuite, on va s'attaquer au fond et aux tips de base. Alors, ici, zéro faute, c'est essentiel. Évidemment, je le redis là. Là, je suis dans les conseils de base, encore une fois. C'est pour ça que je détaille un petit peu. Mais
le nombre de CV que je vois encore avec des fautes à droite à gauche, la rubrique formation qui n'a pas de S parce que dans les trames sur Google, je ne sais pas pourquoi il y a la faute à chaque fois, il n'y a pas le S à la rubrique formation et si vous en avez plusieurs, bah forcément il y a un S parce que le S à la rubrique expérience, bizarrement lui il apparaît. Les centres d'intérêt, il n'y a pas de S à intérêt, c'est invariable, ça reste toujours les centres qui représentent votre intérêt, donc il n'y a jamais de S à intérêt. Des petites fautes comme ça que je vois tout le temps dans tous les CV. Il faut faire hyper gaffe à ça. C'est pareil, c'est de la rigueur, c'est le fait d'être soigné, quoi. Alors, la photo, là, j'ai toujours des questions là-dessus. Ce que je mets à droite ici, discrimination égale bullshit. Alors oui, moi, je m'appelle Nicolas Dezeuvre, je suis blanc, je suis un mec, j'ai nom, prénom à consonance, j'allais dire française. Donc, je ne suis pas embêté avec ça, tant mieux. Mais dans tous les candidats qu'on coach, on en a 70% qui sont issus de la diversité. Et qui hésitent justement à mettre des photos par peur aussi de discrimination, ce que sur le principe je comprends. Sauf que si un recruteur veut vous discriminer, de toute façon il va vous discriminer. Ça va être par un nom, un prénom, ça va être par vos expériences passées. Si vos 3-4 dernières expériences, elles étaient en Suède ou au Maroc ou je ne sais où, le recruteur, il va bien se douter qu'il n'y a pas besoin de la photo pour deviner peut-être qu'il y a des origines étrangères ou peu importe. Donc, il n'y a pas besoin de ça en fait. Et de toute façon, et ça peut même être des tatouages d'ailleurs, hein, même sans parler d'origine, ça peut être des signes distinctifs, ça peut être n'importe quoi. Donc, autant les assumer. Si vous arrivez en entretien et que le recruteur justement vous fait ces remarques, si vous arrivez en entretien et que le recruteur voit la vérité, parce que là vous n'allez pas pouvoir vous cacher, il va trouver un justificatif de manque d'expérience, un prétexte un petit peu pipeau pour vous recaler, mais en fait vous aurez juste perdu du temps. Donc c'est hyper important d'assumer dès le départ, même si sur 10 boîtes il y en a 6 qui vous ferment la porte parce que vous correspondez pas à leur standard, si je peux dire ça comme ça, on s'en fout, peu importe, c'est pas grave. Au moins les 4 entreprises restantes qui vous accorderont un entretien potentiellement, elles vous accorderont un entretien pour ce que vous pouvez leur apporter et surtout elles seront déjà au courant, elles auront déjà connaissance de qui vous êtes. Voilà, donc moi je suis beaucoup plus partant pour ce côté assumé jusqu'au bout parce que de toute façon, si vous devez être recalé, vous serez recalé au moment de l'envoi du CV ou au moment de l'entretien, de toute façon. Donc ça ne change rien. Et quand vous faites une photo, la photo, c'est pro et sourire. Le sourire est obligatoire. Si vous n'avez pas de sourire, ça ne sert à rien de mettre une photo. Pro et sourire. Et autre chose par rapport à ça, j'ai fait un live il y a quelques semaines justement sur Twitch. C'est pour ça, n'hésitez pas à follow si vous n'avez pas encore follow sur Twitch. Avec une DRH, j'invite de temps en temps des professionnels aussi à témoigner et à répondre à vos questions, qui disaient qu'en fait, la photo permet aussi de se rappeler des CV. C'est-à-dire que quand ils discutent entre collègues de la sélection des candidats, ils peuvent se dire « Ah oui, c'est tel candidat qui a une plante derrière lui ou qui a un fond jaune ou peu importe, ou qui a des lunettes de telle couleur. » Et ça permet aussi de se rappeler des candidatures au-delà des discussions sans avoir forcément la feuille en face, parce que si on n'a que du texte, des rubriques et du noir et blanc, c'est très compliqué. Donc au-delà de ça, c'est un argument supplémentaire qui permet de se démarquer. Donc photo, c'est oui, oui, oui. Pour moi, il y a zéro débat, c'est photo et basta. Avoir au minimum les rubriques expérience pro, formation, compétences, infos générales et centres d'intérêt. Les infos générales, on va les voir juste après. Je vais les détailler. Mais il manque à chaque fois les infos générales. Donc je ne parle pas que du numéro de téléphone et tout ça. Je parle de la mobilité, je parle de la disponibilité, je parle que si vous cherchez une alternance, il ne faut pas mettre alternance, il faut mettre type de contrat, apprentissage ou pro, parce que c'est comme si alternance, c'est comme si vous mettiez emploi. Mais emploi, ça ne veut rien dire, c'est CDI, CDD, intérim, peu importe. Mais donc bien préciser ça, si c'est une alternance, le rythme, bref. Et ça, dans tous les CV, c'est pareil, ça n'apparaît pas, il y a l'adresse et des choses comme ça, et encore ça, même ça ne sert pas à grand chose. Mais il manque les informations vraiment utiles. Et ces rubriques-là, normalement, qui apparaissent à chaque fois, quoique les centres d'intérêt, des fois, ils n'apparaissent pas alors que c'est une rubrique qui est hyper importante dans un CV. Je vous expliquerai pourquoi si vous voulez. Après, mettre en avant les projets écoles, personnels, associatifs, entrepreneuriaux. Je l'ai mis dans les infos de base, mais en réalité, ça pourrait même être de l'avancée parce qu'il y a beaucoup de candidats et je pense que là, on est 50 sur le live Twitch et franchement, c'est cool. Merci à tous d'être là. J'espère que vous kiffez. C'est que… vous avez peur, si vous êtes jeune, notamment, de mettre des expériences qui n'ont pas de rapport avec ce que vous voulez faire. Mais mieux vaut mettre une expérience qui n'a pas de rapport avec ce que vous voulez faire que de ne rien mettre du tout. D'accord ? Donc mettez-le. Si jamais vous avez une expérience, vous avez été freelance pendant quelques mois ou que vous êtes dans une asso et que vous gérez les réseaux sociaux de l'asso ou que c'est personnel ou que c'est via une école que vous avez fait des projets sur un an, pourquoi pas dans le cadre du master ou de la licence pro,
Mettez-les, indiquez-les. Et surtout, entrez dans le détail. Et ça, normalement, j'en parle juste après. Et la dernière sur les tips de base, c'est s'assurer de la bonne lisibilité de ces coordonnées. Pourquoi je mets ça? Et c'est vraiment un tips de base. Il n'y a pas besoin de la masterclass d'aujourd'hui pour savoir ça. Mais je suis désolé, je suis obligé de le rappeler. Le nombre de fois… Oh, tiens, dites-le moi dans le chat là. Qui a mis son numéro de téléphone dans son CV? Donc là, j'espère que tout le monde met moi. Mais qui n'a pas séparé les chiffres avec des points ou avec des espaces. Voilà, qui a collé tous les numéros dans son CV. Ça, c'est pas possible. Forcément, le recruteur, il va se planter, il va faire une erreur au moment de la lecture, c'est sûr et certain. Mettez des espaces, mettez des points, mettez quelque chose pour vraiment mettre 2 chiffres, espace, 2 chiffres, espace, 2 chiffres, espace. C'est tellement logique, mais ça l'aide. Ça l'aide. Voilà. Et l'email, c'est pareil, faites gaffe, lebest du62@gmail.com, c'est pas possible. Faites gaffe à ça aussi. Même chose d'ailleurs, dans le CV, je ne l'ai pas noté là, j'aurais pu le rajouter. D'ailleurs, n'hésitez pas, on a un Discord, point d'exclamation Discord pour ceux qui sont sur Twitch là. Vous pouvez faire point d'exclamation Discord dans le chat, c'est ce qu'on appelle une commande. Sur YouTube, vous l'aurez aussi dans la description. Vous pouvez rejoindre le Discord parce que la map là que je vous présente, je vais la mettre disponible dans le Discord. Voilà, donc vous pourrez la retrouver si vous voulez, même après le live. Mais effectivement, j'aurais pu rajouter ça aussi parce que c'est hyper important, quoi. Dans les tips avancés, alors c'est là vraiment que vous avez peut-être déjà appris des choses là, hein, je l'espère, mais c'est là vraiment qu'il y a un gros problème de manière générale et qu'on va rentrer dans le détail. N'hésitez pas à venir sur Twitch, ceux qui sont là sur TikTok, parce que je partage à l'écran exactement ce que je suis en train de faire. C'est le lien qui est dans ma bio TikTok. Oui, TikTok. Donc, tips avancés, le poste recherché. Le poste recherché, on en parle juste après. Le poste recherché, indiquez-le en gros s'il vous plaît. Arrêtez de mettre votre nom, prénom ou marquer CV ou alors mettre votre nom et prénom en gros. On s'en fout que vous appeliez Guilian, Émilie, Mohamed. On s'en fiche complètement en fait. C'est le poste pour lequel vous postulez qui compte. C'est ça qui fait que le recruteur va vous classer dans la pile RH, marketing, data, etc. C'est hyper important. Donc en gros, le poste que vous cherchez, votre nom, prénom, vous le mettez en plus petit sous votre photo. On s'en fout. Parce que ça perd beaucoup de recruteurs. Et d'ailleurs, il y a même des CV que je vois où il n'y a même pas le poste recherché. Voilà. Et si vous ne savez pas quel poste exactement vous cherchez, à ce moment-là, vous mettez simplement métier du marketing et entre parenthèses en dessous, vous mettez chef de projet, coordinateur, etc. Par exemple, voilà, métier du commerce, vous mettez bizdev, ingé d'affaires, peu importe. Mais mettez en gros ce que vous cherchez en termes de poste. Faites pas chercher le recruteur. S'il doit chercher, vous avez perdu. Hyper important et ça… Je le dis tout le temps, vous m'avez peut-être même déjà vu commenter des posts LinkedIn pour donner ces conseils-là. Indiquez votre mobilité géographique. La mobilité géographique, c'est pas votre adresse, c'est où est-ce que vous pouvez aller bosser. Vous pouvez habiter sur Paris, mais être mobile dans tous les départements limitrophes à Paris. Pourquoi pas l'Oise un petit peu au-dessus, pourquoi pas l'Eure-et-Loire en dessous avec Chartres, pourquoi pas Orléans, on s'en fout. Mais ou toute la France, pourquoi pas, soyons fous. Mais mettez votre mobilité, c'est hyper important. L'adresse, on s'en tape. Et surtout, conseil hyper important, et là je ne suis pas dans le CV, mais je le dis quand même. Si vous êtes à Lille et que vous postulez à Toulouse, ne laissez pas votre adresse à Lille. Sinon, bien évidemment, vous êtes éliminé dès le départ. Parce que le recruteur, il va se dire, mais est-ce que le candidat de Lille à Toulouse, on va réussir à le voir comme il faut pour justement les entretiens? Est-ce qu'au niveau du déménagement, ça va bien se passer? Est-ce que le candidat va s'acclimater à la région? Est-ce que sa famille ne va pas trop lui manquer? Et entre guillemets, est-ce qu'il ne va pas nous faire faux bon au bout de 3 semaines parce que finalement, ça lui manque et ça ne lui convient pas, la région toulousaine? Donc, si vous êtes à Lille et que vous postulez à Toulouse, jamais, jamais, jamais vous laissez votre adresse à Lille. Voilà, tout simplement. La disponibilité, pareil, super important. Donc immédiatement, dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peu importe. Mais indiquez que vous êtes disponible ou pas. Mettez une date s'il y a une date spécifique, si vous êtes en fin de période de contrat par exemple. Donnez toutes les infos en fait. Le type de contrat recherché, est-ce que c'est un CDI, est-ce que c'est une alternance? En alternance, quel type de contrat dans l'alternance? Apprentissage pro. Si c'est un stage derrière, quelle est la durée du stage? Si c'est une alternance, quelle est la durée également? Quel est le niveau d'études visé? Donnez toutes les infos dans le CV directement. Toutes les infos. C'est hyper important. Alors ça c'est essentiel.
faire figurer des données chiffrées dans les expériences. Les données chiffrées, c'est essentiel pour convaincre, rassurer, négocier. Il y a trop de candidats qui notent, comme je le mets à droite ici, prospection. Prospection, non. Prospection, ça ne veut rien dire. S'il y en a dans le commerce, là dans le chat, et il y a forcément des commerciaux dans le chat, mettez pas prospection, c'est pas vendeur du tout. Mettez plutôt, comme je l'ai mis ici, 60 prospects transformés en clients, chiffre d'affaires généré 21 000 euros, par exemple. Tu vois, salut Jimen. Par exemple, et là, ça va être super intéressant. Pourquoi? Parce que la personne, elle se dit concrètement, ok, le candidat, il peut me coûter ça, mais il va me rapporter ça. Ok? Donc là, ce qu'il faut faire, vous allez me dire, ouais, mais moi, les données chiffrées, je ne les ai pas dès le départ. Pour vos prochaines expériences, il faut absolument que vous demandiez quand vous avez un projet à faire, ok, mon responsable, vous dites ça à votre responsable, comment on va chiffrer le fait que j'ai été compétente ou pas? Sur quoi on va se baser? Est-ce qu'il y a un nombre de personnes à former? Est-ce qu'il y a un nombre d'entretiens à faire passer? Est-ce qu'il y a un budget à respecter pour développer une application, gérer une campagne de com par exemple? Voilà, peu importe. C'est pas forcément de l'euro, hein. Ça peut être un nombre de personnes formées ou quoi que ce soit. Si vous êtes en qualité par exemple ou en data, ça peut être un pourcentage de data viable par rapport à un pourcentage de data qui avant n'était pas viable. Ça peut être n'importe quoi. Mais chiffrez ce que vous faites pour donner un volume à la personne. Ça, c'est essentiel. Faire ressortir les cerises sur le gâteau en haut du CV. Les cerises sur le gâteau, qu'est-ce que c'est? J'en ai parlé tout à l'heure si vous avez suivi. Les cerises sur le gâteau, c'est un nombre de langues parlées. C'est un réseau professionnel développé. C'est une mobilité géographique. C'est la connaissance d'un secteur très particulier, la cosmétique, l'automobile, le luxe, le gaming, peu importe. Ce sont des avantages que vous avez par rapport à vos concurrents et tout simplement qui peuvent plaire à l'entreprise. C'est le plus, quoi. C'est le summum du summum. Voilà. Typiquement, on a une candidate qu'on a accompagnée il y a quelques mois qui recherchait dans le monde de l'UX design, je crois, dans le motion design. Je ne sais plus trop exactement, non, c'était de l'UX. De l'UX design, UI design, donc le développement, on va dire l'interface application, site, etc., expérience utilisateur. Et elle avait déjà une grosse expérience en graphisme et en montage vidéo. Et forcément, quand tu dis à une entreprise qui recherche quelqu'un dans ce domaine-là que la personne en question a déjà de la bouteille dans des domaines qui gravitent autour, qui ne sont pas directement reliés, mais qui gravitent quand même autour, bah forcément, tu marques des points parce que ça veut dire que tu es vraiment un couteau suisse et que tu peux aussi aider sur des tâches annexes, ce qui empêche peut-être de recruter un intérimaire pour faire ça. Peu importe, mais en tout cas, ce sont des choses très positives pour le recruteur de savoir ça de la part du candidat. Donc, il faut que tu arrives à savoir quelles sont tes cerises sur le gâteau. Est-ce que tu as beaucoup voyagé? Tu as connaissance d'un secteur en particulier à l'étranger ou d'une culture qui pourrait être vachement utile à une entreprise? Si tu sais qu'une boîte, par exemple, veut se placer sur le continent, je ne sais pas, asiatique pour un marché et que toi, tu as cette connaissance du secteur parce que tu as vécu là-bas ou tu as des origines ou peu importe, bah, c'est bien de le dire parce que justement, ça veut dire que tu vas pouvoir les aider peut-être à avoir des réflexes qu'ils n'auraient jamais eu sans toi. Voilà, et qu'ils n'avaient pas prévu dans l'offre d'emploi. Donc, les cerises sur le gâteau, c'est super important. Ça, c'est un concept qu'on a bien propre à nous. Tu ne trouveras pas ça sur YouTube. Mais voilà, c'est quelque chose de super important. Et ça se place notamment en haut du CV. Les langues, tout ça, tu les places en haut. Il faut que ce soit visible tout de suite. Voilà. Rentrer dans le détail des centres d'intérêt. Rentrer dans le détail des centres d'intérêt, il y en a beaucoup qui mettent sport, voyage, musique, cuisine. On s'en fout, c'est ennuyeux comme pas possible. On va jamais vous poser la question là-dessus. Le but du recruteur, c'est quoi? C'est de créer un feeling avec lui. Et le feeling, vous allez le créer, vous allez mettre ce qu'on appelle des hooks, des hameçons en anglais, dans le CV. C'est-à-dire que vous allez lui donner envie de parler avec vous et de faire connaissance avec vous via les infos que vous allez mettre dans le CV. Et les centres d'intérêt, c'est une rubrique qui est importante par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au-delà de faire le lien entre vos centres d'intérêt et votre métier, c'est rentrer dans le détail. Typiquement, au lieu de mettre moto, par exemple, si vous êtes fan de deux roues, vous pouvez mettre sortie entre amis Harley-Davidson. Si au lieu de mettre sport, vous pouvez mettre basketball, 5 ans en compétition au niveau régional, capitaine de mon équipe. Pourquoi pas? Et là, du coup, ça fait ressortir aussi, au-delà d'une notion d'esprit d'équipe, une notion de leadership. Voilà. Donc, il y a au-delà de mettre ça, ça permet surtout de faire en sorte que la personne se projette. Au lieu de mettre animaux, passion pour les animaux, adoption d'un berger australien en 2023 et cours d'éducation canine. J'en sais rien, mais rentrez plus dans le détail. Parce que si on met animaux
animaux, la personne, elle s'en fout, elle va pas rentrer dans le détail. Par contre, si on met chien et adoption d'un chiot, si la personne en face, il suffit qu'elle ait adopté un chien ou qu'il y ait quelqu'un de sa famille, peu importe, même un autre animal, ou qu'elle s'intéresse à ça, ou qu'elle soit bénévole à la SPA ou on s'en fout, peu importe, bah forcément, de son côté, je dis pas que c'est grâce à ça que vous allez avoir un entretien, mais forcément, ça va la titiller. Forcément. Il ne faut pas oublier que le RH, il est comme vous, il va aux chiottes, il a les mêmes problématiques que vous. Koh-Lanta, c'est plus le vendredi, c'est le mardi soir, c'est dommage, tout le monde est déçu de ça. Il a les mêmes problématiques que vous, le RH. Donc, il ne faut pas oublier qu'il a une notion de feeling qui est hyper importante et qu'il agit avec le cœur aussi, au-delà d'agir avec un bout de papier. Voilà. Donc, il faut aussi lui donner envie de vous rencontrer, au-delà des compétences, d'une photo avec un sourire, même si tout ça, ça compte. Les centres d'intérêt, c'est important pour ça. Okay, moi, je le raconte dans le programme candidat d'élite qu'on propose à nos candidats, dans le module CV justement, où j'ai eu un job à la SNCF. On était 21 candidats, je devais être dans les 2-3 qui avaient le moins d'expérience. C'était en 2017 parce que je suis pêcheur à côté de ça. Dans ma famille, on est tous pêcheurs et voilà. Et on a parlé de la pêche et le mec, il se trouvait qu'il avait un bateau du côté de Pornic, donc dans le 44, et il pêchait le maquereau, etc. Et en fait, on a parlé plus de pêche que du job. Alors, j'avais fait le job dans l'entretien, j'avais su me vendre évidemment, mais il m'a rappelé une semaine après en me disant à la fin de la journée, je me rappelais que de vous. Parce que certes, vous correspondez par rapport au job, vous avez vu su vous vendre, mais en termes de feeling, j'ai parlé à ma compagne le soir de l'échange qu'on a eu sur la pêche, etc. Donc, ne négligez pas la partie centre d'intérêt, je vous le dis. S'assurer du matching mot-clé besoin. Alors là, c'est pareil, il y a un sacré focus à faire aussi. C'est que je vois des CV qui n'ont aucun rapport entre le contenu du CV et ce pourquoi ils postulent. Faites super gaffe à ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Vous savez très bien qu'il y a des mots-clés qui sont dans les offres d'emploi et que les sites scannent au moment où vous envoyez votre CV. Et si votre CV ne correspond pas, forcément, votre CV est supprimé de la base de données avant même que le recruteur voit votre CV. Donc, faites super gaffe à ça. Pour ça, c'est assez simple. Vous imprimez 3, 4, 5 offres d'emploi du métier que vous cherchez. Vous allez voir qu'il y a 70-80% des termes qui ressortent tout le temps. Des mots-clés, des missions, des attendus qui sortent tout le temps. Okay. Et par rapport à ça, vous avez juste à reprendre et à l'indiquer dans votre CV. Je vais faire un focus là-dessus aussi parce que là, il y a forcément des candidats qui vont me dire « Oui, mais dans les missions qui sont demandées, il y a des choses que moi, je n'ai pas faites et je ne veux pas mentir, je ne veux pas mettre ça dans mon CV, etc. » Vrai. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez un entretien, il faut aussi mettre des choses qui matchent. Si dans l'offre d'emploi, l'entreprise, elle veut les missions A, B, C, D et que vous avez E, F, G à proposer, dans 2 ans, vous êtes toujours au chômage. Okay. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut commencer à se former avant les entretiens, même sur quelque chose que vous n'avez jamais fait, et l'indiquer dans le CV. Et après, quand vous arrivez en entretien, ce n'est pas un problème de dire, par exemple, je ne sais pas, une étude de marché en marketing. Vous n'avez jamais fait ça, vous vous formez sur Internet, vous comprenez les tenants, les aboutissants, comment on fait de manière théorique. Vous en faites une, pourquoi pas, de votre côté pour faire un test. Et vous pouvez même la garder avec vous pour la présenter lors d'un entretien pour montrer que vous avez déjà fait quelque chose là-dessus de votre côté, tranquillement. Et de dire en entretien, voilà, moi je l'ai noté parce qu'effectivement aujourd'hui j'ai des connaissances là-dessus, je me suis formé de mon côté. Je n'ai pas pu le mettre en pratique en entreprise pour l'instant, mais justement je compte aussi sur cet entretien pour en parler avec vous, pour voir ce qu'on peut faire. Et puis de faire une première étude de marché pratique, on va dire, avec un cas concret au sein d'une entreprise et un cas réel. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai pu le faire que d'un côté théorique et j'ai des questions à vous poser là-dessus. Et après, vous posez des questions sur les études de marché, comment ils fonctionnent et tout. Mais ça, c'est plutôt une masterclass, entretien presque qu'il faudrait faire là-dessus. Voilà. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait la chose que vous ne pouvez pas l'indiquer dans votre CV. Par contre, après, il faut absolument avoir les reins solides en entretien. Parce que si vous indiquez quelque chose et que vous ne savez même pas ce que ça veut dire, ce que vous avez indiqué, vous êtes mort. Et là, la confiance, c'est fini. Le but en entretien, le seul mot qui compte et qu'il faut que vous ayez en tête, salut Aster, qu'il faut que vous ayez en tête, c'est le fait de rassurer. De rassurer. Si vous n'arrivez pas à rassurer, vous êtes mort. C'est comme un banquier. Si vous n'arrivez pas à le rassurer, vous êtes mort. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de doute. Okay. Et c'est pour ça que la préparation est importante. Et encore une fois, j'ai sorti une masterclass déjà très récemment là-dessus sur YouTube, donc vous pourrez aller la voir après. Ajouter une rubrique projet pro si changement de carrière, reprise d'études. Ça, c'est important aussi. De toute façon, tout est important. Et là, je pense que déjà, vous avez appris beaucoup de choses depuis quelques minutes. Ajouter une rubrique projet pro si changement de carrière, reprise d'études.
La rubrique projet pro, donc c'est un encart de quelques lignes souvent qui est placé sous la photo, souvent. Je suis pas spécialement pour, parce que pour moi, il n'y a pas de texte dans un CV, il faut aller vraiment à l'essentiel, direct. Mais si on change de projet ou qu'on est voilà, en reprise d'études et que si on n'a pas cette rubrique-là, on peut se poser des questions sur pourquoi la personne a fait tel et tel choix de carrière. Ça peut être un plus de l'indiquer. Mais là, surtout, n'indiquez pas je suis motivé, je suis déterminé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est marqué dans votre CV ce que vous avez fait, donc on s'en fout. À la limite, là, ce qui est important, c'est de marquer par exemple, imaginons que vous ayez fait des études en commerce et que vous voulez aller maintenant, je ne sais pas, dans le domaine du marketing et vous ne savez pas trop comment amener la transition, vous pouvez marquer, au lieu de mettre je suis nanana, vous allez à l'essentiel. Vous mettez 4 ans d'expérience dans le commerce, dans 3 industries différentes, automobile, plasturgie, machin. J'ai pris conscience de l'importance du marketing au-delà du commerce et c'est pour ça que je veux compléter mon bagage aujourd'hui. Voilà, mais expliquer la démarche très simplement et mettre vraiment, aller à l'essentiel. Racontez pas votre vie et je suis motivé, je suis déterminé, je suis ponctuel. On s'en fout, évidemment, ça ne sert à rien de l'écrire. Si vous avez mis je suis motivé dans votre CV, enlevez-le tout de suite, sinon ne postulez pas si vous n'êtes pas motivé. Donc, si reprise ou changement d'études et tout, sinon c'est pas forcément utile de l'indiquer. Une rubrique référence aussi, vous avez peut-être des responsables, des tuteurs chez McDo, dans des jobs étudiants, dans d'anciennes boîtes, pourquoi pas vous étiez en CDI. Ça se fait d'ajouter une rubrique référence. Voilà, la prise de référence c'est toujours quelque chose qui fait débat. Mais si ça s'est bien passé avec vos anciens employeurs et que vous savez qu'ils vont vous mettre en valeur, n'hésitez pas à l'indiquer, un numéro de téléphone, un email, précisez quand même à la personne qui risque d'être appelée par rapport à ça. Mais ça peut être complètement cohérent. Complètement cohérent de l'indiquer. J'ai 2-3 choses du coup à vous indiquer en plus. Vous pouvez faire de l'A/B testing. Alors l'A/B testing, qu'est-ce que c'est? L'A/B testing, c'est ce qui est utilisé normalement dans les campagnes d'email pour voir quel objet d'email fonctionne le mieux en termes de taux d'ouverture, quel contenu fonctionne le mieux en termes de taux d'ouverture, où les devs, les personnes qui s'occupent du marketing vont croiser l'objet d'email 1 avec le corps d'email 2, l'objet d'email 2 avec le corps d'email 1, etc. pour voir quelle est la meilleure formule et derrière proposer l'email qui va s'ouvrir le plus tout simplement. Ça se fait aussi avec des miniatures YouTube où on va présenter différentes miniatures et on va regarder avec laquelle le candidat clique le plus, voilà, des choses un petit peu comme ça. Et donc moi je le fais avec le CV, c'est-à-dire qu'il y a un CV où je vais mettre une photo A et un autre où je vais mettre une photo B par exemple, ou une où je vais mettre la rubrique formation et une autre où je vais mettre la rubrique expérience pro en premier, peu importe, mais voilà, je vais tester comme ça. Et le CV1, je vais l'envoyer, pourquoi pas, si vous êtes mobile, que sur Paris et Île-de-France autour. Le CV1, je vais le mettre que dans les candidatures 75, donc dans le département 75. Et autour, je vais envoyer le CV2. Et je vais regarder lequel me donne le plus de retours, entretien, etc. Vous pouvez faire ça avec le même principe, avec les relances, avec les messages pour contacter des gens sur LinkedIn. Ça vaudra aussi le coup d'une masterclass d'ailleurs. N'hésitez pas à follow le Twitch et le YouTube parce que ça sortira très vite. Voilà. Demandez des retours à des experts, même quand vous avez un refus, peu importe, demandez des retours à des experts, c'est hyper important. C'est eux qui vont vous apporter la valeur vraiment et leur expérience. Alors après, attention, moi des fois j'ai des candidats qui me disent j'ai tel expert qui a vu mon CV. Il n'y a rien de ce que j'ai indiqué depuis le début dans le CV et il y a beaucoup de bon sens dans ce que je vous ai indiqué, je pense que vous le voyez. Donc il y a un problème. Faites gaffe aux retours que vous avez, mais en tout cas, n'hésitez pas à demander quand même. Et hyper important, tous les candidats ou l'immense majorité aujourd'hui misent tout sur le CV. Arrêtez de tout miser sur le CV. Honnêtement, un profil LinkedIn bien poncé, comme il faut, propre, bien rempli, une activité dessus où vous publiez une fois par semaine, ça vaut beaucoup plus qu'un CV, largement. Parce qu'avec un post LinkedIn, vous pouvez toucher 500, 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes. On a des candidats régulièrement qui touchent 20, 30 000 personnes avec un post LinkedIn alors qu'ils ont 150 relations. Okay. Vous pouvez envoyer 10 000 CV, ça va être chiant très très vite. Okay. Donc le CV, oui, il reste très important. Évidemment, il reste central et c'est important de le soigner. C'est pour ça aussi que je vous propose ça aujourd'hui. Mais ne misez pas tout sur le CV, c'est une erreur. Concentrez-vous sur LinkedIn, la candidature spontanée, un email bien travaillé, ça vaut autant qu'un CV. Okay, même si après on vous demandera votre CV aussi certainement plus tard, mais ne misez pas tout là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. Finalement, ça a duré une vingtaine de minutes, pourquoi pas même une petite demi-heure. Je ne pensais pas.
Je la mettrai du coup sur le Discord, la map. Donc vous pouvez faire point d'exclamation Discord comme je vous l'ai dit déjà dans le chat pour rejoindre le Discord. Et puis voilà. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de Focus. Ciao.